Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Voilà, donc les cigales aujourd'hui sont effectivement à leur poste. Les cigales, surtout pendant l'été, vont continuer de travailler avec cette question centrale aujourd'hui, celle du pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat va arriver aussi à l'Assemblée nationale, on en parlait il y a un instant. Se pose la question du pouvoir d'achat, de la hausse des salaires ou encore de la situation dans la fonction publique et notamment la fonction publique hospitalière. On reçoit ce midi, on leur remercie, c'est Hélène Fauvel, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Nous aussi, secrétaire confédéral Force ouvrière en charge de l'économie des filières industrielles et du secteur public. Alors, je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous sur l'information que l'on développe depuis tout à l'heure sur les révélations autour des Uber Files, ces notes qui ont été épluchées par nos confrères, notamment du Monde, et qui révèlent donc comment Uber a imposé avec l'aide d'Emmanuel Macron quand il était à Bercy le modèle de la société californienne en France. Est-ce que vous êtes surprise, choquée? Quel est le sentiment de la syndicaliste que vous êtes, Hélène Fauvel? Écoutez, nous avons toujours tout fait pour que les salariés, enfin non, les gens qui travaillaient pour ces plateformes, que l'emploi qu'ils avaient soit requalifié en emploi de salarié. Parce qu'au bout du bout, ce système n'est pas bon. Et on le voit bien. De toute façon, avec finalement les difficultés financières qu'éprouvent tous ceux qui travaillent pour ces plateformes. Alors ça veut dire qu'à posteriori, on peut réparer, vous dites, vous, et c'est ce qu'il faut absolument faire. Il y a des décisions qui sont tombées de la part des tribunaux sur le lien de filiation. Hein. On dit, voilà, il y a du salariat et on doit le considérer comme tel. Tout n'est pas ficelé, mais en tous les cas, c'est un correctif qui se passe aujourd'hui. Ça commence. Et donc, nous, on espère que ça va continuer parce que c'est un système, bon, à l'époque, Emmanuel Macron, lui, il a pris ses responsabilités, il a considéré que c'était un bon système. Il a quand même une tendance assez développée à trouver que tout ce qui vient d'Amérique, c'est un bon système. Mais bon, nous, on est, je dirais, un vieux pays dans lequel le salariat a toute sa place. Et à un moment donné, si le fait que des auto-entrepreneurs travaillent pour des plateformes, ça doit aboutir à ce qu'une fois qu'ils ont payé toute leur charge, il ne leur reste pas grand-chose, il vaut mieux qu'ils soient salariés. Puis soit dit en passant, les plateformes comme ça, elles ne paient pas de cotisation sociale non plus, en tant qu'employeur. L'État est lésé dans l'histoire. L'État, les systèmes sociaux, les caisses sociales, tout ce qui fait notre modèle social. Est-ce que vous dites, Thomas Porte tout à l'heure, le député La France Insoumise disait il faut qu'Emmanuel Macron s'explique sur ce sujet-là. Vous êtes sur cet avis-là ou vous laissez finalement le dossier être géré, être réparé par les législateurs aujourd'hui? Peut-être que c'est un dossier qui doit être corrigé. Écoutez, nous ne faisons pas de politique. Vous savez bien que nous ne donnons jamais de consigne de vote. Nous ne choisissons pas nos interlocuteurs. Nous faisons avec et nous avons pour principe de juger aux actes et sur pièce. Alors, donc, nous attendrons. Nous verrons comment les choses vont se passer. Alors, on en arrive au dossier de la rentrée sociale, de l'été social, un été qui s'annonce particulièrement compliqué pour beaucoup de Français, avec cette inflation galopante qui touche le porte-monnaie des ménages français. Vous dites, la première des choses à faire, c'est la fiche de paye. Tout à fait. Notre revendication principale, c'est augmenter les salaires, c'est maintenant. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que d'abord l'inflation, et ça n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE, dans sa note de conjoncture, elle est à 5,8 donc en juin, que les prévisions sont à 6,7 voire 7 en septembre, et avec une inflation à 5,5 sur l'ensemble de l'année. Donc quand on regarde le niveau des salaires et le décrochage des salaires par rapport à l'inflation, et notamment pour les salariés les plus modestes et ceux qui sont au SMIC, on voit bien qu'aujourd'hui, quand vous allez faire par exemple un plein d'essence et que vous êtes au SMIC, vous allez y consacrer un peu plus de 8%, presque 10% de vos revenus. C'est énorme ça, aujourd'hui. Et après, on peut mettre des rustines, comme ce qui est dans la loi, dans le projet de loi pouvoir d'achat. Pour vous, c'est une rustine. Pour vous, c'est quand même quelques milliards quand même. Oui, alors attendez, les gens vont le prendre. Et ceux qui l'auront, nous, on en a pris acte. Force ouvrière a pris acte. On n'a pas donné de pour, de contre, on en a pris acte. Parce qu'on sait très bien que des gens en ont besoin et qu'ils vont le prendre. En revanche,
mettre en place quelque chose de pérenne, qui ne serait pas one shot, c'est d'augmenter les salaires, parce que quand on a un salaire suffisant pour absorber l'inflation, la question ne se pose plus. Donc, vous avez des gens qui aujourd'hui se disent, une fois qu'on aura encaissé le chèque ceci, le chèque cela, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça va être une fois. Et il ne semble pas pour le moment que l'inflation soit dans une phase de régression. Y en a qui disent, je termine avec ça, sur la question du salaire, qui disent c'est le serpent qui se mord la queue. Si on augmente les salaires, on va augmenter l'inflation. En gros, c'est pas la solution sur le long terme aujourd'hui pour faire baisser l'inflation. Alors aujourd'hui, l'inflation que nous subissons, ce n'est pas une inflation liée à la demande, donc liée au salaire, c'est une inflation liée à l'offre. Elle a pour cause principale la désorganisation des chaînes de production du fait de la pandémie, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Il y a aussi une forme de spéculation sur un certain nombre de matières premières qui fait que donc les prix augmentent. Et nous, notre revendication en la matière, c'est rediscutons et pourquoi ne pas remettre en œuvre l'échelle mobile des salaires. Les salaires sont restés coincés depuis trop longtemps, vous dites ? Trop longtemps et pendant en gros une trentaine d'années. On a justifié la modération salariale au prétexte donc de cette fameuse inflation qui en gros était comme une épée de Damoclès qui allait revenir si on augmentait les salaires. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas l'augmentation des salaires qui a généré cette inflation. Alors certes, on peut imaginer que oui, si on augmente les salaires, on va créer un cercle, je dirais, que d'aucuns qualifieraient de vicieux, c'est-à-dire que si on augmente les salaires, il va y avoir plus de demandes et bon, bref, l'inflation va continuer. Si on n'augmente pas les salaires et que les gens les plus modestes renoncent à consommer certaines choses, et là, ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas Force ouvrière, y compris la Banque de France ne rejette pas ce scénario, c'est la récession qui nous guette. Alors, à un moment donné, il faut choisir entre deux mots, l'inflation ou la récession. Et si c'est la récession, ce sont encore les plus modestes qui en souffriront le plus. Alors, Hélène Fauvel, j'appelle que vous êtes secrétaire confédérale Force ouvrière en charge de l'économie, des filières industrielles et du secteur public. Bruno Le Maire propose ce matin une facture de gaz et d'électricité en fonction des revenus. On va écouter le ministre de l'économie, puis vous allez réagir juste après. Écoutez. Je pense, comme la Première ministre, qu'il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour que on puisse le faire, il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations. Ça veut dire qu'on tiendra compte du niveau de revenus des personnes. Alors en gros, une facture de gaz, d'électricité calquée, enfin tous les cas des hausses calquées sur vos revenus, il y aura forcément un effet de seuil. Vous en pensez quoi ? Alors, fausse bonne idée ? L'idée peut paraître séduisante dans la mesure où ça va effectivement redonner du pouvoir d'achat. Après, il y a plus simple. Quand on est face à un gouvernement qui se refuse obstinément à augmenter l'impôt, et notamment l'impôt sur le revenu, il y a peut-être plus simple. On redonne la place qui doit être la sienne à l'impôt sur le revenu dans notre pays. On augmente donc sa progressivité en augmentant le nombre de tranches pour qu'il soit beaucoup plus progressif et surtout en regardant le taux marginal. Dans certaines tranches aujourd'hui, dans une même tranche, coexistent à l'intérieur d'une même tranche des revenus qui vont du simple au double. Donc, à partir de là, c'est peut-être ça serait peut-être plus simple que de monter une usine à gaz où on va regarder quels sont les revenus des gens pour voir si on leur donne une aide ou pas une aide. Et ça serait vraiment la solidarité nationale qui jouerait à plein. Et parallèlement, on pourrait diminuer certaines taxes. Quand on regarde aujourd'hui, ne serait-ce que sur les carburants, ce que représentent les taxes, c'est quand même énorme. Donc là-dessus, vous dites que c'est la fausse bonne solution, ou en tous les cas, c'est l'usine à gaz qui se profile comme pour le chèque carburant en fonction de si on roule beaucoup ou si on roule pas beaucoup. Voilà, un peu. Je pense qu'à un moment donné, il faut rechercher des solutions simples et surtout pérennes. Quand on regarde de combien le rendement de l'impôt sur le revenu a baissé depuis 10 ans, on peut légitimement s'interroger. Et c'est comme aussi les impôts de production pour les entreprises. Bien sûr. Autre point, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, ça c'est acté, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en dites ? Rattrapage nécessaire, il était temps ou insuffisant ? Alors comment dire ? C'est mieux que s'il n'y avait rien eu.
bien évidemment. Donc, sillon positive. Mais ça ne rattrape en aucune manière. Donc, d'abord, la perte de pouvoir d'achat des fonctionnaires qui, depuis 2000, ont perdu en gros, avec les gels successifs du point d'indice, donc jusqu'à 25% de pouvoir d'achat pour certaines catégories. Donc, c'est quand même, c'est insuffisant. C'est un signe, en termes de signe, que le gouvernement pouvait envoyer donc, aux employeurs du secteur privé. Ça reste en deçà de l'inflation, qui est à 5,8, et ça ne rattrapera pas donc toutes les pertes de pouvoir d'achat. Oui, en même temps, on le sait, bouger le point d'indice des fonctionnaires, c'est un choix budgétaire lourd de conséquences derrière, mais c'est un signal politique que vous attendez. Vous attendez avant de vous mobiliser. On entend des appels à mobilisation pour la rentrée, sur le pouvoir d'achat, des partis politiques, mais des syndicats aussi. C'est des ballons que vous lancez au gouvernement, là, actuellement, vous, les syndicats et Force ouvrière en particulier? Actuellement, nous, vous savez, on revendique d'abord, on explique, puisque nous représentons les salariés, quels sont leurs besoins. On est entendu ou on n'est pas entendu. Nous verrons si nous sommes entendus. Il est un peu tôt pour dire à la rentrée, nous ferons ceci, nous ferons cela. Pour le moment, il y a des contacts entre les différentes organisations syndicales et nous verrons en fonction de la manière dont nous aurons été entendus ce que nous pourrons mettre en place ou pas en termes de mobilisation. Mais nous n'allons pas décréter a priori la mobilisation avant de savoir si nous serons entendus ou pas. Oui. Vous privilégiez la négociation. Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, vous avez été convaincu. Qu'est-ce que vous en avez pensé à Force ouvrière? Vous avez vu notre communiqué. Oui. Donc, nous avons mais pas nos trouvé auditeurs, forcément. C'est pour ça que je vous posais la question. Nous avons trouvé que ça manquait de cohérence, qu'il y avait quand même des annonces de baisse de recettes fiscales importantes, notamment sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui représente quand même une source de financement pour les collectivités territoriales dont on se demande comment elles vont être compensées. Et la crainte, c'est que après la suppression de la taxe d'habitation, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée, et là, cette baisse de recettes, elle sera pérenne, contrairement, je dirais, aux dispositifs qui sont mis en place en termes de pouvoir d'achat. Ce sera pérenne, et au bout du bout, les collectivités territoriales seront tentées, finalement, de se rattraper sur la fiscalité des ménages en augmentant de manière significative les taxes foncières. Ce qui fait que vous aurez des gens qui parfois sont à la retraite, qui auront travaillé toute leur vie pour se payer leur logement, et qui vont se retrouver dans des situations où dans certaines communes, ils ne pourront pas y rester parce qu'ils ne pourront plus payer la fiscalité qui va avec. Autrement dit, vous avez un été chargé avec beaucoup de dossiers qui sont sur la table du côté des syndicats. Hein. C'est tout à fait ça. Hein, vous n'êtes pas cigale, vous, cet été. Vous êtes fourmi. Pas trop. On prendra quand même des congés, mais bon, c'est parce qu'il faut qu'on se repose pour être en forme à la rentrée. À la rentrée, donc c'est un même on va travailler. Oui, c'est ça, vous avez préparé vos dossiers. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Hélène Fauvel, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire confédérale Force ouvrière en charge de l'économie, des filières industrielles et du secteur public. Vous réagissiez donc à toute l'actualité, mais on va y revenir tout au long de cette semaine, de ce mois de juillet, mon cher Augustin. Oui, puis l'été sera chaud, vous l'avez dit, mais il sera aussi chaud, enfin il est actuellement chaud dans les forêts, des feux de forêt énormes. Vous avez vu ces images dantesques dans les Cévennes gardoises. 550 sapeurs-pompiers rien que dans les Cévennes étaient mobilisés. On va en parler dans un instant avec le directeur de la communication de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.